Aménager les sous-sols. Un pari impossible ? Il suffit d'observer les précautions prises par les professionnels de l'assainissement qui réparent une canalisation pour comprendre que la réponse est non. Dans les grandes métropoles, le goudron dissimule un labyrinthe de tuyaux et de câbles, des tunnels de métro, des parkings, les égouts. Depuis la préhistoire, l'homme a creusé sous terre pour stocker des denrées, enterrer les morts, cacher le sale et l'odorant, se protéger des attaques ou simplement du froid. Il reste toutefois de nombreux défis à relever afin que le sous-sol devienne un espace urbain à l'intérieur duquel l'homme prenne du plaisir à passer du temps, sinon à vivre. Mais que sait-on exactement de ces profondeurs verticales ? Quelles sont les contraintes techniques auxquelles les professionnels sont confrontés quand ils creusent le sol ? Pour approfondir ces questions, nous avons invité Monique Labbé, architecte spécialisée dans l'exploration de l'urbanisme souterrain, et Marc Anoyer, chef de la division inspection, cartographie, recherche et études à l'inspection générale des carrières à la mairie de Paris. Dans le royaume obscur et tortueux des catacombes, très loin, très profond sous la ville. Bien au-delà des tunnels, Les promesses du sous-sol, un podcast de la Fabrique de la Cité. Nous savons déjà beaucoup de choses sur les sous-sols, pourtant ils sont loin d'avoir révélé tous leurs secrets. De quelles informations dispose-t-on aujourd'hui ? Et surtout, que nous reste-t-il à apprendre, Marc Anoyer ? Eh bien, le sous-sol de Paris, c'est sans doute l'un des plus étudiés au monde, donc en fait, on le connaît assez bien. On connaît sa géologie, les différentes couches sédimentaires qui s'y sont déposées autrefois. On sait aussi où se trouve l'eau. Et donc, en fait, on en a une bonne connaissance qui est retranscrite dans les cartes géologiques de l'Inspection générale des carrières. Mais finalement, il y a quand même des choses qu'on ne connaît pas toujours ou qu'on a oubliées. C'est ce que l'homme a fait à l'intérieur. Des réseaux, des trous, des choses qui ont été abandonnées déjà depuis longtemps. Monique Labbé ? Tout ce qui est ouvrage humain n'était pas vraiment répertorié. Normalement, chaque ville doit tenir à jour ses plans de réseau et les communiquer. En fait, c'est très rare que les plans de réseau soient tenus à jour et qu'ils soient communiqués. Et pour ce qui est de la reconnaissance des sols, à chaque fois que nous intervenons, nous devons lancer des sondages. Normalement, ces sondages doivent aller au BRGM, Bureau de recherche géologique et minérale, et qui est censé avoir la connaissance du sol, du sous-sol dans tout le pays, dans toute la France. On doit faire des sondages systématiquement, mais on n'a pas accès à des sondages déjà faits. Alors ça, c'est un problème. J'imagine qu'on ne creuse pas par terre n'importe où, ni à l'aveugle, qu'il doit être indispensable de tenir compte des réseaux existants, des canalisations et bien sûr des ressources. Qu'est-ce que l'on trouve d'autre à l'intérieur ? Quelles infrastructures existent déjà sous terre ? Et fort de cet inventaire, comment les terrains à creuser sont-ils sondés en amont ? Monique Labbé. C'est-à-dire on fait des forages en général destructifs, c'est-à-dire on va chercher dans le sol les différentes couches de terrain, ou bien par des ondes envoyées, on sait à peu près la densité des sols, des couches, et je pense que M. Anoyer pourra en parler mieux que moi, et on sait les identifier. Voilà. Mais après, pour tout ce qui est intervention anthropique, c'est-à-dire tout ce que l'homme a bâti, c'est là que ça se complique. C'est éparpillé dans des services très différents, ou quelquefois on vient chez moi pour prendre mes plans d'ouvrages exécutés pour savoir jusqu'à quelle profondeur descendaient les fondations de tel bâtiment. Plusieurs années après, parce qu'il y a besoin de faire passer quelque chose. Or, justement, le BRGM a décidé d'inscrire dans ses cartes, y compris les 100 mètres en dessous des villes. Et ça, c'est extrêmement important, parce que on a des coupes, par exemple, où il y avait avant le réseau d'air comprimé à Paris pour les pneumatiques, entre les différents bureaux de poste, donc les cavités restent. Il y a les égouts, il y a des réseaux électriques, il y a les carrières, il y a énormément de choses qui s'enchevêtrent, et il est bon d'avoir une représentation 3D. Les progrès
des représentations informatiques permettent d'avoir cette connaissance, de la cumuler et de choisir ensuite ce dont on a besoin. Bon, à condition que tout le monde travaille avec le même type de représentation, parce que ça aussi, c'est Encore un autre problème. un gros problème. Marc Anoyer? Pour les carrières souterraines, on dispose d'un atlas des carrières constitué depuis bientôt 250 ans par l'Inspection générale des carrières. L'emplacement des carrières, leur profondeur est relativement bien connue. Quand elles sont accessibles, on peut s'y rendre. Et quand elles sont inaccessibles, on peut être amené à faire des sondages pour préciser leur état de conservation notamment. Est-ce qu'elles sont complètement comblées ou effondrées sur elles-mêmes, ou est-ce qu'il reste encore des grandes quantités de vide? Puis, dans certains endroits de Paris, on a même aussi des cavités naturelles qui sont formées par dissolution de certaines formations et qui ont, comme pour les carrières, qui génèrent des risques de remontée de fontis, c'est-à-dire d'effondrement vers la surface en passant par le souterrain. Donc pour ces cavités naturelles, on sait à peu près où elles se trouvent, dans le nord de Paris, et on peut faire des sondages qui descendent et qui repèrent si elles sont très étendues ou pas, très importantes ou pas. Et en fonction de ça, on peut décider des mesures à prendre. Donc en tout cas, de ce que je comprends, c'est qu'il reste encore énormément de choses à connaître. Finalement, on n'en sait pas grand-chose de ce sous-sol pour le moment. À connaître et à compiler surtout. Parce que le service des carrières connaît parfaitement ces carrières, mais tout ce qui a été construit autour, les grands réseaux, oui, mais les petits réseaux, pas vraiment. Alors donc, vous venez d'illustrer que voilà, on grignote pas le sous-sol comme ça, puisqu'il existe des carrières, des cavités naturelles, des infrastructures. Il y a également aussi des ressources souterraines. Et puis, on imagine que dans les lieux où il y a beaucoup de carrières, il ne faudrait pas non plus que le sous-sol devienne un gruyère, parce que là, potentiellement, on pourrait imaginer que les infrastructures qui sont à l'extérieur puissent peut-être après s'effondrer. Alors, à quel risque on fait face quand on colonise l'espace souterrain et quel savoir il faut maîtriser avant d'aller grignoter ce sous-sol? Alors, vous employez le mot coloniser, l'espace souterrain. Justement, si on le colonise, c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'on l'utilise sans le respecter. On l'utilise pour ses besoins, c'est-à-dire qu'on va se dire que là, c'est pratique de creuser. Mais en fait, on en fait une espèce de lieu avec un enchevêtrement inextricable. Et si on a vraiment quelque chose d'important à creuser, à construire, on va être empêché. Alors, il faut réussir à ordonner le sous-sol. On s'en est jamais occupé. Quand Belgrand a conçu les réseaux d'eau usée, les égouts, c'était magnifique parce que c'était un assainissement de la ville et puis c'était une organisation qui permettait une exploitation. Ça a été fait vraiment pour que les hommes puissent y descendre. Et depuis, ça fait 20-30 ans, qu'on construit des réseaux tunneliers qui ne sont plus visitables. Ou alors visitables avec des engins, des petites caméras embarquées, des choses de ce genre. Ce qui est un progrès ou pas? C'est un gros progrès d'avoir ces choses non visitables, mais en même temps, pour l'entretien, c'est compliqué. Quand on intervient dans le sous-sol, si on veut construire une cave, une fondation profonde ou un ouvrage, souvent il y a de l'eau et on fait un rabattement de nappe, c'est-à-dire qu'on pompe l'eau pour qu'elle n'inonde pas le chantier. Et il y a eu, dans Paris, au moment du creusement d'une des gares des Halles, un rabattement de nappe tellement puissant que l'eau est descendue et il y a eu une fissuration des bâtiments existants, même haussmanniens, qui étaient sur la surface. Le sous-sol, c'est quelque chose de vivant, d'extrêmement fragile, auquel il faut être très attentif. Et les anciens l'ont été attentifs. C'était un bien très précieux qui fournissait l'eau, la pierre à bâtir, qui pouvait permettre d'engranger, de faire des glacières, de faire quantité de choses qui permettent de faire durer les récoltes, les nourritures qu'on avait rassemblées. On a un peu moins ce respect. Maintenant, il y a un tel progrès technique, un tel savoir-faire qui est époustouflant, c'est vraiment quelque chose de fabuleux, qu'en fait, il y a plus une mentalité, mais ça va s'atténuer, de venir à bout du sous-sol. On sait avoir raison de tous les
type de situation, qu'il y ait de l'eau, qu'il n'y ait pas d'eau, que ce soit qu'il y ait des poches très dures, des concrétions qui empêchent le tunnelier d'avancer, ou des choses... On y arrive toujours, et c'est pas très bien. Marc Anoyer, justement pour compléter ce que vient de dire Monique Labbé sur les risques auxquels on fait face quand on creuse le sous-sol et à justement savoir qu'il faut pouvoir maîtriser. Il y a une période effectivement très délicate en phase chantier. Madame Labbé a souligné les mouvements de nappe que peuvent générer les chantiers. Il y a également la tenue des terres qui est importante à assurer vis-à-vis des ouvrages tout autour. La tenue des terres, c'est-à-dire pour justement pas qu'elles ne s'effondrent Les bords du trou qu'on creuse, en général, ne sont pas naturellement stables, donc il faut les retenir, parce qu'eux-mêmes retiennent les ouvrages autour. Par ailleurs, il y a quand même, en descendant sous terre, on se rapproche aussi des problèmes naturels qu'on rencontre habituellement en surface, mais là on se retrouve plus proche. Donc les remontées de fontis venant de carrière, donc ces effondrements qui peuvent s'auto-combler avant d'arriver à la surface, ils peuvent atteindre plus facilement les ouvrages souterrains. Et puis, il faut faire attention également aux hypothèses qu'on prend pour le niveau des nappes d'eau souterraine. Si on prend une référence d'eau souterraine à un moment où il y a des pompages de grande ampleur qui sont réalisés dans le secteur, on va avoir une vision beaucoup trop basse du niveau des nappes d'eau souterraines. Et quand celles-ci vont remonter, parfois longtemps après la construction, eh bien, on va être envahi d'eau dans les sous-sols. Donc, nous avons la chance à Paris d'avoir depuis les années 1980 un réseau de piézomètres qui nous permet de suivre le niveau des principales nappes et de renseigner les hydrogéologues qui sont les spécialistes de ces questions et qu'il faut consulter pour des ouvrages souterrains. Alors, ces eaux pompées finissent dans le réseau d'eau usée, mais aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent dans les ampleurs de pompage qu'on pratique. La dernière extension des halles depuis la gare Saint-Lazare vers Porte-Maillot puis la Défense a été menée avec des pompages beaucoup moins importants que par le passé, doublés d'une surveillance complète de tout ce qui se passait en surface et dans les nappes. Une fois que le sol est percé, place à l'aménagement afin que l'homme puisse se déplacer, se repérer, respirer. Monique Labbé, est-ce que vous pouvez nous parler des contraintes auxquelles vous, les professionnels, vous êtes soumis pour que les hommes ensuite puissent évoluer à l'intérieur de ces sous-sols ? Pour moi, c'est presque les mêmes contraintes qu'en surface. J'ai appris à concevoir les bâtiments à partir du déplacement de l'homme, de sa vue, ce qui crée autour de lui une bulle, une sorte de bulle, et faire en sorte que les espaces dans lesquels il évolue, que ce soit des espaces publics ou des logements, contiennent cette espèce d'aspiration. Quand on est seul, c'est plus petit. Quand on est plusieurs ou quand on veut communiquer, ça s'élargit, etc. Et le sous-sol, ce qui est intéressant, c'est qu'avant, il était creusé à partir d'hommes qui piochaient, qui avançaient. Donc autour d'un être humain qui avançait. Bon. Et à présent, on fait souvent des grandes fouilles. Et après, dans ce trou, on construit l'équipement qu'on a envie de construire. Mais on le construit comme on le construit à l'extérieur. À l'extérieur. Et pour autant, il n'y a pas des contraintes supplémentaires parce que en sous-sol, il n'y a pas d'air, ou en tout cas, peut-être moins. Il n'y a pas de lumière. Donc, est-ce que ça ne surajoute pas des contraintes par rapport à ce qui existe quand on construit à l'extérieur ? Marc Anoyer ? Quand nous descendons sous terre, nous sommes munis de détecteurs qui permettent notamment de mesurer le taux d'oxygène. Très souvent, c'est satisfaisant. Effectivement, dans les cul-de-sac, dans des espaces un peu plus confinés, si on reste trop longtemps trop nombreux dans un endroit donné, on peut descendre sous des seuils qui déclenchent la nécessité de se replier à un endroit mieux ventilé. Et ça, justement, Monique Labbé, comment est-ce que l'architecte fait face à ça ? Parce que ça, c'est une contrainte qui n'existe pas à l'extérieur. Oui et non. Quand on fait une tour ou un bâtiment dont les fenêtres ne s'ouvrent pas, c'est fréquent, il faut compenser par des systèmes de ventilation artificielle, et donc ventilation mécanique, etc. Donc ça, pourquoi ne pas l'utiliser en sous-sol ? Donc il n'y a pas vraiment de contraintes supplémentaires à ce que vous semblez dire. Il y a le jour, mais le jour, rien n'empêche d'avoir des puits de temps en temps, des choses qui permettent d'avoir une descente de
de la lumière. La contrainte, c'est qu'il faut... Je vais être critique, je vais parler des stations du Grand Paris. C'est dommage, par exemple, que les stations du Grand Paris descendent si profond et qu'on n'ait pas profité de ces cavités pour aller desservir d'autres cavités à côté ou d'autres équipements qui existaient déjà et qui avaient un sous-sol. On aurait pu profiter de cet ouvrage en fait pour développer le sous-sol à ce moment-là. Je crois que Dominique Perrault, que vous allez interroger, à Villejuif, a fait la station de Villejuif, à côté de l'hôpital Gustave-Roussy, et il a essayé d'obtenir un couloir qui aille jusqu'à l'hôpital Gustave-Roussy, et il n'a pas obtenu. Alors peut-être que si maintenant, mais... Or, il faut remonter, il faut que les patients ou les familles remontent, entrent dans l'hôpital et redescendent. Enfin, il y aurait eu une logique. Et c'est dommage, on fait des ouvrages monumentaux qui sont isolés. Et pourquoi ? Parce qu'on a des lieux de décision extrêmement séparés, des budgets très séparés. Et c'est dommage parce que ça devrait être une planification. Le droit du travail, est-ce qu'il s'applique de la même manière au-dessus et en deçà du sol, Marc Anoyer ? À ma connaissance, le Code du travail s'applique de la même manière au-dessus et en dessous. Le principe général, c'est que l'employeur doit évaluer les risques professionnels et mettre en place les mesures de prévention adaptées en conséquence. Par contre, effectivement, dans les rémunérations, le calcul du temps de travail, les contraintes liées au sous-sol peuvent être prises en compte. Monique Labbé ? Pour le Code du travail, il y a un règlement qui interdit de faire descendre des personnes à plus de 6 mètres en dessous d'un seuil. Bon, pour les carrières, c'est différent, sans doute. Vous choisissez pas. On ne peut pas descendre en deçà de 6 mètres par rapport à un seuil d'évacuation. Par rapport à un seuil d'évacuation. C'est pour avoir des secours, etc., par rapport à une sortie. C'est l'article R4216 10 du Code du travail, si ça vous amuse. Merci. Et pour les pompiers, les établissements publics ne peuvent pas descendre à moins de 10 mètres. Pareil, sous une arrivée de pompiers. Voilà. Au-delà de la construction de l'ouvrage, il y a l'ambiance aussi qu'il dégage. Quand on parle de circuler dans des gares, quand on parle des halles, quand on parle de tout ça, voilà, c'est pas comme quand on est à l'extérieur. Certaines personnes, d'ailleurs, n'aiment pas forcément circuler dans des endroits souterrains. Donc, compte tenu de la particularité du fait qu'on est sous terre, à quels aménagements il faut penser pour que l'homme, lorsqu'il y circule, s'y sente bien Alors, l'inspection générale des carrières, nous fréquentons des carrières abandonnées, qui ne sont pas du tout aménagées, et pourtant, nous aimons bien nous y trouver. Un des avantages, c'est que nous sommes complètement protégés des aléas climatiques, température constante, 12-13 degrés, assez agréable quand on a à se déplacer. Voilà, nous sommes amenés à observer des fossiles qui ont plusieurs dizaines de millions d'années, des traces d'outils de carrier qui ont creusé là au Moyen-Âge. Nous croisons des meules de champignonnistes qui étaient encore là au début du XXe siècle. Et puis nous admirons aussi certains ouvrages de consolidation et de transport des eaux, de gestion des eaux en souterrain qui sont techniquement remarquables et parfois même esthétiquement aussi. Donc évidemment, on ne va pas aménager comme ça tous les souterrains, mais les souterrains que nous fréquentons, nous, ont un certain attrait. Mais vous, Monique Labbé, si vous aviez, imaginons demain on vous confie, enfin vous travaillez déjà en tant qu'architecte sur ces espaces souterrains, mais vous en tant qu'architecte, à quoi allez-vous penser en priorité ? Le confort, effectivement, le repérage, les vues vers l'extérieur. J'ai construit des choses contre des falaises ou contre... et je faisais en sorte qu'il y avait une vue au plafond où on voyait le coteau, donc on savait où on était. Il y avait une faille dont on était un peu éloigné, c'était pour un laboratoire, et le laboratoire était éclairé par la lumière qui descendait dans la faille. Bon, c'est ce dont j'ai horreur et qu'il faut absolument éviter, c'est ces espèces de constructions monstrueuses qu'on veut faire en sous-sol, accessibles par un petit escalier, une cage d'escalier, ou par un couloir très long, comme ça peut se faire... Ça a failli se faire aux États-Unis, ça se fait en Chine, où c'est hyper angoissant. D'un seul coup, on est complètement coupé de l'extérieur, on est oppressé parce qu'on n'a pas d'ampleur, on ne respire pas. Mais par exemple,
la station du RER Châtelet, elle a été réaménagée, enfin la place qu'on appelait la place du Bilboquet, la salle du Bilboquet. Ça a été réaménagé, mais il aurait fallu très peu de choses. Par exemple, qu'au sol, on dessine la direction des lignes qui sont en dessous, en écrivant A, B, etc. Et on aurait su où on était par rapport au réseau ferré. Et on ne pense pas à faire correspondre la connaissance de ce qu'il y a en dessous ou de ce qu'il y a au-dessus ou des objets techniques parce que ça ne fait pas partie de la vie. Donc à la fois amener de la lumière, autant que faire se peut, mettre des tracés des signes de reconnaissance, plus qu'à l'extérieur finalement. L'orientation, y compris nord, sud, est, ouest, a été perdue. On est sur nos GPS et on tourne à droite parce qu'on nous a dit de tourner à droite, on tourne à gauche. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Et c'est le défaut du sous-sol s'il n'a pas de repérage. Alors à ce moment-là, on s'en apercevra même pas, on sera avec nos GPS et on continuera à suivre les indications. Aveuglément. Et on a une responsabilité d'orienter le sous-sol, y compris de rappeler ce qu'il y a au-dessus, de ne pas être complètement indépendant. On ne doit pas travailler contre le sous-sol, mais avec le sous-sol. Il a ses propres traces, il a ses propres filons, et il faut partir de ça. Voilà. Ça, c'est intéressant quand vous dites qu'il a ses propres traces, ses propres filons. Par exemple, sur quoi parce que là, tout à l'heure, on évoquait le fait de tracer des flèches. Donc ça, ce sont des fléchages artificiels. Mais est-ce qu'on pourrait utiliser des caractéristiques propres au sous-sol pour se repérer? Oui, je n'ai pas d'exemple direct en tête, mais par exemple, les stations du Grand Paris de Séville-d'Avray, où on voit apparaître, je ne sais pas si c'est la roche ou la paroi moulée, mais c'est magnifique, entre des grands éléments de béton. On sait qu'on est en sous-sol, c'est très haut de plafond, il y a la mousse qui commence à coloniser la paroi. Bon, il y a de la nature et c'est intéressant. Enfin, l'architecte qui a fait ça, j'ai oublié son nom, a été excellent en faisant ça. Avant de creuser, est-ce qu'il y a une volonté de rénover les réseaux abandonnés ou bien ceux qui ne sont plus utilisés? Je pense peut-être à certains tunnels de métro, de vieux parkings ou les catacombes de Paris, Marc Anoyer. Alors la tendance actuelle, c'est plutôt de remplir les vides parce qu'ils sont générateurs de risques de mouvement de terrain. Néanmoins, depuis longtemps déjà, on réutilise les vides d'anciennes carrières pour d'autres occupations. Alors il y a eu par le passé déjà pas mal d'occupations des vides d'anciennes carrières. Les champignonistes au fin 19e, début 20e siècle ont littéralement colonisé les anciennes carrières pour leur production. Il y a eu par la suite des aménagements de défense passive à l'approche et pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu aussi dans les années 50 le développement dans les carrières du réseau de télécommunications. Et puis aujourd'hui encore, on trouve des endroits où on stocke des denrées, du vin, dans un certain nombre de carrières. Vous avez des adresses ? Tout à fait. À Issy-les-Moulineaux, il y a plusieurs entreprises qui stockent du vin dans les anciennes crayères. Il y a aussi quelques restaurants. Il y a l'ossuaire municipal des Catacombes, bien entendu, qui attire quand même plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année. Monique Labbé, est-ce que ces endroits qui sont abandonnés, on pourrait les utiliser? Est-ce que ce serait intéressant? Et est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Pour certains, oui. Mais c'est difficile. Autant on a des schémas directeurs d'aménagement en surface qui sont renouvelés, autant pour le sous-sol, il n'y a pas de schéma directeur, il n'y a pas de plan d'ensemble. Quand je parle de schéma directeur du sous-sol, ça veut dire qu'il faut mettre ensemble des administrations très différentes pour qu'elles travaillent ensemble. Et aussi des sociétés privées. Or ça, c'est extrêmement difficile. Chacun est dans son coin. Enfin, on dit toujours on travaille en silo, mais en France, c'est radical, c'est comme ça que ça se passe. Et on a du mal à travailler, à s'entendre avec les autres, à avoir toute une période de préparation pour réfléchir, et ensuite à continuer à avoir un comité de pilotage pour suivre les projets. Il faut laisser place à l'avenir, et donc essayer de répertorier ce qui existe et d'imaginer ce qu'on pourrait en faire. Parce qu'il y a des réserves foncières, donc faisons pour le sous-sol un schéma directeur. Alors il y a un établissement public d'aménagement qui m'avait demandé de participer à ça, et puis ça a été abandonné. On ne va pas jusqu'au bout, ça semble pas sérieux. Et pourtant, c'est important. Et ça permettrait peut-être d'entrer de plein pied dans les carrières et de voir ces magnifiques endroits
En tout cas, grâce à votre expertise respective, Monique Labbé, Marc Anoyer, on voit bien que le sous-sol est encore loin d'avoir délivré, donné tous ses secrets, qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet épisode sur les défis qui restent à relever pour pouvoir aménager les souterrains, ces espaces encore très mystérieux. Merci. Merci. Vous venez d'écouter Les Promesses du sous-sol, une série de 3 épisodes spéciaux du podcast L'Horizon et au-delà, proposé par la Fabrique de la Cité, le think tank dédié aux transitions urbaines. Ensemble, grâce à nos intervenants, nous avons pu percer quelques-uns des mystères des profondeurs verticales, mais il en reste encore beaucoup d'autres à découvrir. Merci et à bientôt.